Chapitre 2. La loi du bâton et de la dent. La première journée de Buck, sur la grève du Dia, fut un véritable cauchemar. Toutes les heures lui apportaient une émotion ou une surprise. Brutalement arraché à sa vie paresseuse et ensoleillée, il se voyait sans transition rejeté du cœur de la civilisation au centre même de la barbarie. Ici, ni paix, ni repos, ni sécurité. Tout était confusion, choc et péril. De là, nécessité absolue d'être toujours en éveil. Car les bêtes et les hommes ne reconnaissaient que la loi du bâton et de la dent. Des chiens innombrables couvraient cette terre nouvelle, et Buck n'avait jamais rien vu de semblable aux batailles que se livraient ces animaux pareils à des loups. Son premier contact avec eux lui resta à jamais dans la mémoire. L'expérience ne lui fut pas personnelle, car elle n'aurait pu lui profiter. La victime fut Curly. Celle-ci, fidèle à son caractère sociable, était allée faire des avances à un chien sauvage de la taille d'un grand loup, mais moitié moins gros qu'elle. La réponse ne se fit malheureusement pas attendre. Un bond rapide comme l'éclair, un claquement métallique des dents, un autre bond de côté non moins agile, et la face de Curly était ouverte de l'œil à la mâchoire. Le loup combat ainsi. Il frappe et fuit. Mais l'affaire n'en resta pas là. 30 ou 40 vagabonds accoururent et formèrent autour des combattants un cercle attentif et muet. Buck ne comprenait pas cette intensité de silence et leur façon de se lécher les babines. Curly se relève, se précipite sur son adversaire qui de nouveau l'amord et bondit plus loin. À la troisième reprise, l'animal arrêta l'élan de la chienne avec sa poitrine, de telle façon qu'elle perdit pied et ne put se relever. C'était ce qu'attendait l'ennemi. Aussitôt, la meute bondit sur la pauvre bête, et elle fut ensevelie avec des cris de détresse sous cette masse hurlante et sauvage. Ce fut si soudain et si inattendu que Buck en resta tout interdit. Il vit Spitz sortir sa langue rouge, c'était sa façon de rire, et François, balançant une hache, sauter au milieu des chiens. 3 hommes armés de bâtons l'aidèrent à les disperser, ce qui ne fut pas long. 2 minutes après la chute de Curly, le dernier de ses assaillants s'enfuyait honteusement, mais elle restait sans vie sur la neige piétinée et sanglante, tandis que le métis hurlait de terribles imprécations. Buck conserva longtemps le souvenir de cette terrible scène. Avant d'être remis de la mort tragique de Curly, il eut à supporter une nouvelle épreuve. François lui mit sur le corps un attirail de courroies et de boucles. C'était un harnais, semblable à ceux qu'il avait vus tant de fois mettre aux chevaux. Et comme eux, il lui fallait tirer un traîneau portant son maître jusqu'à la forêt qui bordait la vallée, pour en revenir avec une charge de bois. Mais quoique sa dignité fût profondément blessée de se voir
ainsi transformé en bête de trait, il était devenu trop prudent pour se révolter. Il se mit résolument au travail et fit de son mieux, malgré la nouveauté et l'étrangeté de cet exercice. François était sévère, exigeant une obéissance absolue que lui obtenait d'ailleurs la puissance de son fouet, tandis que Dave, limonier expérimenté, plantait la dent, à chaque erreur, dans l'arrière-train de Buck. Spies, en tête, très au courant de son affaire, ne pouvant atteindre le débutant, lui grognait des reproches sévères, ou pesait adroitement de tout son poids dans les traits pour lui faire prendre la direction voulue. Buck apprit vite et fit, en quelques heures, de remarquables progrès, grâce aux leçons combinées de ses deux camarades et de François. Avant de revenir au camp, il en savait assez pour s'arrêter à « Oh !», repartir à « Mouche !», s'écarter du traîneau dans les tournants et l'éviter dans les descentes. « Ce sont 3 très bons chiens, » dit François à Perrault. « Ce Buck tire comme le diable. Il a appris en un rien de temps. » Dans l'après-midi, Perrault, qui était pressé de partir avec ses dépêches, ramena 2 nouveaux chiens résistants et vigoureux, Bill et Joe, tous deux fils de la même mère, différaient l'un de l'autre comme le jour et la nuit. Le seul défaut de Bill était l'excès de mansuétude, tandis que Joe, grincheux, peu sociable, l'œil mauvais et grognant toujours, était tout l'opposé de ce caractère. Buck les reçut en bons camarades. Dave les ignora et Spies se mit en devoir de les rosser tour à tour. Bill, pour l'apaiser, remua la queue. Mais ses intentions pacifiques n'eurent aucun succès, et il se mit à gémir en sentant les dents pointues de Spies labourer ses flancs. Quant à Joe, de quelque façon que Spies l'attaquât, il le trouva toujours prêt à lui faire face. Les oreilles couchées en arrière, le poil hérissé, la lèvre retroussée et frémissante, la mâchoire prête à mordre, et dans l'œil une lueur diabolique. C'était une véritable incarnation de la peur belliqueuse. Son aspect était si redoutable que Spies dut renoncer à le corriger, et, pour couvrir sa défaite, il se retourna sur le pauvre et inoffensif Bill et le chassa jusqu'aux confins du camp. Le soir venu, Perrault ramena encore un autre chien, un vieux husky, long, maigre, décharné, couvert de glorieuses cicatrices récoltées en maintes combats, et possesseur d'un œil unique. Mais cet œil brillait d'une telle vaillance qu'il inspirait aussitôt le respect. Il s'appelait Sol Lek, ce qui veut dire le mâle content. Semblable à Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien, et quand il s'avança lentement et délibérément au milieu des autres, Spies lui-même le laissa tranquille. On put bientôt remarquer qu'il ne tolérait pas
qu'on l'approcha du côté de son œil aveugle. Buck eut la malchance de faire cette découverte et de l'expier rudement, car Solleck, d'un coup de dent, lui fendit l'épaule sur une longueur de 3 centimètres. Buck évita avec soin à l'avenir de répéter l'offense, et tous deux restèrent bons camarades jusqu'à la fin. Solleck semblait, comme Dave, n'avoir d'autre désir que la tranquillité. Et pourtant, Buck découvrit plus tard que l'un et l'autre nourrissaient au fond du cœur une passion ardente dont il sera parlé plus loin. Cette nuit-là, Buck dut résoudre le grand problème du sommeil. La tente, éclairée par une chandelle, projetait une lueur chaude sur la plaine blanche. Mais quand tout naturellement il y entra, Perrault et François le bombardèrent de jurons et d'ustensiles de cuisine qui le firent s'enfuir consterné au froid du dehors. Il soufflait un vent terrible qui le glaçait et rendait la blessure de son épaule particulièrement cuisante. Il se coucha sur la neige et tenta de dormir. Mais le froid le contraignit bientôt à se relever. Misérable et désolé, il errait au hasard, cherchant en vain un abri ou un peu de chaleur. De temps à autre, les chiens indigènes tentaient de l'attaquer, mais il grognait en hérissant les poils de son cou, défense qu'il avait vite apprise, et montrait un front si formidablement que les maraudeurs se désistaient bientôt, et il continuait sa route sans être inquiété. Soudain, Buck eut l'idée de chercher comment ses compagnons de trait se tiraient de cette difficulté. À sa grande surprise, tous avaient disparu. Il parcourut de nouveau tout le camp, puis revint à son point de départ sans parvenir à les trouver. Convaincu qu'il ne pouvait être sous la tente, puisqu'il en avait été chassé lui-même, il en refit le tour, grelottant, la queue tombante, et se sentant très malheureux. Tout à coup, la neige céda sous ses pattes, et il s'enfonça dans un trou au fond duquel remuait quelque chose. Redoutant l'invisible et l'inconnu, il gronda et se hérissa avec un bond en arrière. Un petit gémissement amical lui ayant répondu, il revint poursuivre ses investigations et, en même temps qu'un souffle d'air chaud lui parvenait à la face, il découvrait Bill roulé en boule sous la neige. Celui-ci gémit doucement, se mit sur le dos afin de prouver sa bonne volonté et ses intentions pacifiques, et alla même, pour faire la paix, jusqu'à passer sa langue chaude et mouillée sur le museau de l'intrus. Autre leçon pour Buck, qui choisit immédiatement un emplacement et après beaucoup d'efforts inutiles, parvint à se creuser un trou. En un instant, la chaleur de son corps remplissait ce petit espace et il trouvait enfin un repos bien gagné. La journée avait été longue et pénible, et son sommeil, quoique profond, fut entremêlé de luttes et de batailles livrées à des ennemis chimériques. Buck n'ouvrit les yeux qu'au bruit du réveil du camp. Il ne comprit pas d'abord en quel lieu il se trouvait. La neige de la nuit
l'avait complètement enseveli, et ce mur glacé l'enserrait de toutes parts. La peur le saisit, celle de la bête sauvage, prise au piège. Indice du retour de sa personnalité à celle de ses ancêtres, car, étant un chien civilisé, trop civilisé peut-être, il ignorait les pièges. Tous les muscles de son corps se contractèrent instinctivement. Les poils de sa tête et de ses épaules se hérissèrent, et avec un hurlement féroce, Buck apparut au grand jour, au milieu de la neige qui volait de toutes parts. Avant de retomber sur ses pattes, il avait vu le camp devant lui et s'était rappelé dans un éclair tout ce qui s'était passé depuis la promenade avec Manuel, jusqu'au trou qu'il s'était creusé la nuit précédente. Une exclamation de François salua son apparition. « Qu'est-ce que je disais » criait-il à Perrault. « Ce Buck est plus malin qu'un singe. Il apprend avec une rapidité surprenante. » Perrault hocha la tête d'un air de grave approbation. Courrier du gouvernement canadien et porteur d'importantes dépêches, il était désireux de s'assurer les meilleures bêtes et l'acquisition de Buck le satisfaisait pleinement. En moins d'une heure, 3 autres chiens furent ajoutés à l'attelage, formant ainsi un total de 9 animaux, et un quart d'heure plus tard, tous, étant attelés, filaient dans la direction de Dry Canon. Buck était content de partir, et quoique la tâche fût dure, il ne lui parut point méprisable. Il fut frappé de l'ardeur qui animait tout l'attelage et qui le saisit à son tour, mais plus encore du changement de Dave et de Solek que le harnais transformait. Toute leur indifférence avait disparu. Alertes, actifs, désireux que l'ouvrage se fît bien, ils s'irritaient de tout ce qui pouvait les retarder, du moindre désordre ou d'une erreur quelconque. L'expression de leur être semblait se réduire à bien tirer dans les traits, but suprême pour lequel ils vivaient et qui seul pouvait les satisfaire. Dave était limonier du traîneau. Devant lui était Buck et le malcontent. Le reste venait en file indienne, derrière le conducteur Spitz. Buck avait été placé entre Dave et Solek pour parachever son éducation. Quelque bon élève qu'il se montrât, il avait encore beaucoup à apprendre, et il acquit beaucoup de ses 2 maîtres qui ne le laissaient jamais longtemps dans l'erreur et appuyaient leurs leçons de leurs dents acérées. Dave était juste et modéré. Il ne mordait jamais Buck sans cause, mais à la moindre faute, il ne manquait pas de le serrer. Et comme le fouet de François le secondait toujours, Buck trouva plus profitable de se corriger que de riposter. Pendant une courte halte, s'étant empêtré dans les traits et par suite ayant retardé le départ de l'attelage, il reçut une correction à la fois de Dave et de Solek. Le désordre qui en résulta fut plus grand encore, mais désormais Buck évita soigneusement d'emmêler les traits, et, avant la fin du jour, il avait si bien compris son travail que ses camarades cessèrent de le reprendre. Le fouet de François claqua moins souvent, et Perrault, lui-même, fit
à Buck, pendant la halte, l'honneur de lui examiner soigneusement les pattes. Ce fut une rude journée de marche. Ils traversèrent le canon, Shipcamp, les Squales et la limite des bois, franchirent des glaciers et des amas de neige de plusieurs centaines de pieds de profondeur, passèrent enfin le Chilcoot Divide qui sépare l'eau salée de l'eau fraîche et garde avec un soin jaloux le nord triste et solitaire. La caravane descendit rapidement la chaîne des lacs qui remplissent les cratères de volcans éteints. La soirée était déjà avancée lorsqu'elle s'arrêta dans le vaste camp situé à la tête du lac Bennett, où des milliers de chercheurs d'or construisaient des bateaux en prévision de la fonte des glaces au printemps. Comme la veille, Buck, ayant fait son trou dans la neige, s'y endormit du sommeil du juste, pour en être, le lendemain, déterré à la nuit noire et reprendre le harnais avec ses compagnons. Ce jour-là, ils firent 40 milles, car la voie était frayée. Mais le lendemain, et bien des jours encore, ils durent, pour établir leur propre piste, travailler plus dur tout en avançant plus lentement. En général, Perrault précédait l'attelage, tassant la neige avec ses patins pour lui faciliter la route. François maintenait la barre du traîneau et changeait rarement de place avec son compagnon. Perrault était pressé et se targuait de bien connaître la glace, science indispensable car la couche nouvelle était peu épaisse et sur l'eau courante il n'y en avait pas du tout. Pendant de longs jours, Buck tira dans les traits. On levait toujours le camp dans l'obscurité, et les premières lueurs de l'aube retrouvaient les voyageurs en marche ayant déjà un certain nombre de miles à leur actif. D'habitude aussi, on dressait le camp à la nuit noire. Les chiens recevaient une ration de poisson et se couchaient dans la neige. Buck aurait voulu avoir plus à manger. La livre et demie de saumon séché qui était sa pitance journalière ne semblait pas lui suffire. Il n'avait jamais assez et souffrait sans cesse de la faim. Toutefois, les autres chiens qui pesaient moins et étaient faits à cette vie ne recevaient qu'une seule livre de nourriture et se maintenaient en bon état. Buck perdut vite sa délicatesse de goût, fruit de son éducation première. Mangeur friand, il aperçut que ceux de ses congénères qui avaient fini les premiers lui volaient le reste de sa ration, sans qu'il pût la défendre contre leur entreprise, car tandis qu'il écartait les uns, les autres avaient vite fait de happer le morceau convoité. Pour remédier à cet état de choses, il se mit à manger aussi vite qu'eux, et la faim le poussant, il n'hésita pas à prendre, comme eux, le bien d'autrui quand l'occasion se présenta. Ayant vu Pic, un des nouveaux chiens voleurs habiles, faire disparaître une tranche de jambon derrière le dos de Perrault, il répéta l'opération et la perfectionna dès le lendemain, emportant le morceau tout entier. Il s'ensuivit un grand tumulte, mais le coupable échappa aux soupçons, tandis que Dub,
maladroit, étourdi, qui se faisait toujours pincer, fut puni pour la faute que Buck avait commise.